Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. On va commencer par désigner du coup le secrétaire de séance. Je vous propose de monsieur Antoine Cousin pour ce conseil municipal. Je vous prie d'excuser madame Leteuf qui a donné pouvoir à monsieur Giacometti, monsieur Brenon qui a donné pouvoir à madame Bonin, euh, Monsieur Labesse qui a donné pouvoir à Madame Duboué et Madame Bingo qui va être en retard et qui donne en attendant son pouvoir à Madame Estelle Tuella. Voilà. Ah ben... Alors, je vous propose d'approuver le procès-verbal du conseil municipal du 30 avril. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Madame Duboué. Oui, bonsoir à tous. Alors, nous avons repéré 3 petites erreurs. Alors, nous proposons de les faire remonter à Madame Darblade. Ça ne remet pas en jeu le fond du PV, mais on souhaite qu'elle soit modifiée. Allez-y. Vous voulez le détail? Ou... Alors, donc, bon, il y a une faute d'orthographe. Certains diront que c'est anecdotique, mais bon, je pense que moi, l'orthographe peut, dans certains cas, être importante et amener du sens. Voilà, donc ça, c'est... Il n'y a peut-être pas besoin de détailler. Ensuite, dans une intervention de Monsieur Baran sur les dépenses de fonctionnement, il est noté 10 358 euros et c'est 10 358 000 euros, donc une virgule mal placée. Et pour une intervention de Monsieur Labesse, c'est une erreur de date, il y a écrit 2021 au lieu de 2020. Ok, merci. Donc on fera un écrit à Madame Darblade. Merci pour votre vigilance. Suite à ces commentaires, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des votes pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Nous allons avoir dans cette séance donc 14 points, dont 8 points en délibération groupée. Et nous avons du coup le point 9, 10, 11, 12 et 13 en dégroupé, plus des questions diverses demandées par l'opposition. Désignation du représentant municipal auprès du syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, Monsieur Giacometti. La délibération du comité syndical du SDEG en date du 24 juin 2025. Vu la notification donc faite par le SDEG de la volonté du comité syndical de modifier ses statuts du syndicat pour répondre à 2 objectifs. Distinguer l'exercice des compétences et des prestations de services et modifier la répartition et le nombre des sièges au sein de l'organe délibérant. Vu la délibération du 31 mars dernier, lors de notre conseil, 2 membres, M. Giacometti et M. Cousin, il convient donc de garder qu'un seul membre a siégé à cette institution. Et vu la remarque de la préfecture sur la non-conformité du nombre de représentants municipaux au SDEG, conformément à l'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le délégué est élu par le conseil municipal et scrutin secret à la majorité absolue. Il est proposé au conseil municipal la candidature de M. Giacometti en tant que représentant au sein du syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde. Urbanisme, acquisition de la parcelle AA 216, rue du Cabernet, Monsieur Giacometti, rapporteur. Alors, l'association syndicale libre des Hautes-de-Rive a sollicité la ville de Carbon-Blanc afin que celle-ci procède à l'acquisition de la dernière parcelle dont elle reste propriétaire. Cette cession permettra à terme la dissolution de cette ASL. L'association syndicale propose de céder ce terrain à la commune pour l'euro symbolique, conformément à la volonté des parties de favoriser l'intérêt général et la continuité du service public local. L'entretien des parcelles sera assuré par la commune via les services mutualisés de la métropole. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée AA numéro 216 d'une superficie de 522 m², située rue du Cabernet, d'autoriser cette acquisition pour un montant de 1 euro symbolique et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents nécessaires à cette acquisition. Pour rappel, il y avait déjà eu une parcelle qui avait été cédée
lors de différents sur la précédente mandature. Et donc du coup, c'est dans la continuité. Et il va y avoir par la suite un rendez-vous chez le notaire pour actualiser et acter toute cette session. Urbanisme, versement d'un fonds de concours au SDEG, réalisation du réseau d'éclairage du giratoire de la Gardette. Rapporteur, Monsieur Giacometti. En effet, suite aux travaux qui ont été faits sur le rond-point de la Gardette, donc c'est le rond-point qui est en direction de Lormont, avec donc ce nouveau rond-point, il y a eu des nouveaux travaux de fait, et nous devons du coup verser un fonds de concours au SDEG par rapport à l'éclairage public. Donc c'est par rapport aux travaux qui ont été effectués. Il est demandé donc d'approuver le versement d'un fonds de concours au SDEG d'un montant de 8 106,68 € pour la réalisation du réseau d'éclairage du giratoire de la Gardette, et de préciser que cette dépense sera inscrite en section d'investissement du budget communal. Conseil municipal des jeunes, modification du règlement. Considérons la nécessité municipal des jeunes comme suit. Chapitre 2, article 2. Si sur un site, un poste n'est pas pourvu à l'issue des élections, le candidat non élu, tout site confondu ayant eu le plus fort pourcentage de voix, sera déclaré élu. Chapitre 2, article 3. Les élections se déroulent tous les 2 ans à compter de l'année 2026. Elles se déroulent avant le 30 novembre. Chapitre 3, article 2. La mixité constitue un objectif prioritaire. Toutefois, en l'absence de candidature équilibrée filles-garçons, il pourra être dérogé à la parité. Chapitre 3, article 3. L'élection se tient sur une demi-journée au terme de ces 2 semaines. En cas de pluralité d'élections, elles devront toutes se dérouler sur une même semaine. Chapitre 4, 2. Article 2. Le CMJ pourra rechercher d'autres financements, subventions, mécénat, etc., selon ses projets avec l'aide des animateurs pour le montage des dossiers. Chapitre 5, article 1. Les convocations aux séances plénières seront envoyées par les animateurs du CMJ une semaine avant la date de la réunion. Il est demandé au conseil municipal de valider les modifications du règlement intérieur du CMJ, comme présenté précédemment. Affaires générales, redécoupage du périmètre des bureaux de vote. Pour le point numéro 5, pour information, pas de délibération. C'est à titre informatif. Ce point a été vu en commission et sera directement adressé en préfecture. Il convient de revoir donc le périmètre actuel des bureaux de vote face au nombre d'électeurs qui sont au-dessus de 1000 électeurs dans ces plafonds, dans ces bureaux à ce plafond maximal. Le ministère préconise que les bureaux de vote doivent être entre 800 et en dessous de 1000. C'est pourquoi l'intégralité des bureaux de vote ont été revus pour les prochaines élections à venir en 2027. Et 2 bureaux seront créés supplémentairement. Ils ont été aussi revus au niveau de l'architecture de la commune avec une meilleure articulation sur la numérotation. Nous avions 6 bureaux de vote avec quelques zones qui étaient, on va dire avec des verrues. Le mot n'est pas très joli, mais c'était comme ça que c'était présenté. Du coup, les bureaux de vote passent à 8. On aura environ, avec une projection faite par les affaires générales, à peu près entre 800 et 900 électeurs par bureau de vote. On aura 4 bureaux qui seront un petit peu faibles sur les prochaines élections en 2027 pour les législatives et les présidentielles. On sera aux alentours de 550 à 617 électeurs pour ces bureaux-là. Le plan est affiché. Vous pouvez voir que les bureaux vont être créés en 7 et 8 au niveau de l'école Prévert. Ils auront lieu dans la salle du réfectoire pour cette première élection. Les autres bureaux ne changent pas. Le bureau numéro 4 sera dans la salle Philippe Madrel. Tous les administrés recevront un courrier de la mairie avec leur carte d'électeur où on leur indiquera que leurs bureaux ont changé. Il y aura aussi une page qui sera dans notre magazine au mois de septembre pour expliquer à l'intégralité de nos carbon-blanés, nos concitoyens, les éléments qui seront changés. Personnel, mise à jour des effectifs, rapporteur Madame Baudin. Concernant les mises à jour des effectifs, plusieurs postes vont être créés au niveau des grades. Suite au départ de la responsable de communication et dans le cadre d'une éventuelle réorganisation du service qui sera suite à ce recrutement, il est nécessaire de créer pour le 1er août les postes suivants.
un emploi de catégorie A en grade attaché territorial à temps complet, un emploi de catégorie B du grade de rédacteur principal première classe à temps complet, un emploi de catégorie B de grade de rédacteur deuxième classe, un emploi de catégorie B du grade de rédacteur territorial à temps complet. Pour le même poste, une ouverture en cas de recrutement d'une chargée de communication avec différents grades, catégorie C, grade adjoint administratif principal de première classe, catégorie C du grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe et catégorie C du grade d'adjoint administratif territorial. En fonction du recrutement, les postes restés vacants seront supprimés lors du prochain CST, enfin vus en prochain CST et revus en conseil municipal. Pour le poste de responsable du service scolaire, entretien et restauration, donc c'est un poste qui fera suite au jury de recrutement. On le crée un grade qui est détenu par la personne recrutée à compter du 1er août 2026. C'est un emploi de catégorie B du grade de technicien principal de deuxième classe à temps complet. Le poste d'auxiliaire de puériculture, pour faire suite au jury de recrutement, il convient de créer le poste correspondant au grade détenu de la personne recrutée à compter du 1er août 2026, soit un emploi de catégorie B du grade d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps complet. Pour le poste d'accompagnement éducatif de petite enfance, afin de pallier à la réaffectation d'un agent sur un poste administratif dans le cadre d'une mobilité interne au sein de la direction de la petite enfance. Et pour faire suite au jury, il est nécessaire de créer à compter du 1er août 2026 le poste suivant, un emploi de catégorie C du grade d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps complet. Pour le poste de chargé de l'action culturelle, à la suite d'une demande de fin anticipée de disponibilité et pour convenance personnelle, afin de pouvoir permettre à l'agent de réintégrer la collectivité, il est nécessaire de créer à compter du 1er août 2026 le poste suivant, un emploi de catégorie C du grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe à temps complet. Pour le poste d'animatrice enfance-jeunesse, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. C'est tout pour cette partie-là. Personnel, création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet. Rapporteur Madame Baudin. Après 2 ans, il est nécessaire de procéder au renouvellement d'un agent contractuel pour continuer à mener à bien le projet de reprise de la gestion du cinéma par la collectivité et le développement de son offre. Par ailleurs, en raison des tâches effectuées, à savoir proposition et élaboration d'une stratégie de développement du cinéma, études et demandes de financement pour assurer les projections, l'accueil, la maintenance technique ainsi que le secrétariat, communiquer dans une dynamique de médiation culturelle, proposer et assurer le choix de la programmation, développer les partenariats et coordonner l'animation des réseaux bénévoles. Il est nécessaire de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 17h50 hebdomadaires annualisés, relevant de la catégorie hiérarchique B, sur la base du grade de technicien territorial pour une durée de 2 ans, à compter du 19 août 2026. Donc, il est nécessaire, excusez-moi, pour le premier point juste avant, il était nécessaire de modifier les emplois et de les inscrire au budget 2026 et suivant. Et pour cette partie-là, il est nécessaire d'inscrire aussi au budget 2026 et suivant et autoriser Monsieur le maire à faire dire et signer l'ensemble des pièces relatives à ce dossier. Culture, demande de subvention, association Terre et Océan. Rapporteur Madame Tessier. Dans le cadre du Printemps de Carbon Blanc 2026, un défi sportif solidaire a été réalisé en collaboration avec le service des sports de la ville. Le règlement de ce défi stipulait que si le nombre de 20 tours était atteint, une subvention de 500 € serait versée à l'association Terre et Océan qui œuvre en faveur de la préservation de l'environnement. Puisque le nombre de tours a largement été dépassé, et nous vous remercions, avec 20 inscriptions et 70 tours réalisés, cumulés, et puisque le défi a été pleinement réalisé et conformément au règlement du défi, le conseil municipal sera sollicité pour le versement de 500 € de subvention à l'association Terre et Océan. C'est bon. À la suite de ces présentations, est-ce qu'il y a une demande de parole, Madame Duboué? Monsieur le maire, chers collègues, avant de passer au vote, nous souhaitions intervenir sur la délibération numéro 7
et dire que nous nous réjouissons de la décision de renouveler le contrat de responsable cinéma. Vous savez que cette infrastructure est pour nous bien plus qu'un lieu de projection. C'est un réel marqueur de notre territoire puisque le Favol est le seul cinéma de proximité de la rive droite métropolitaine. Nous avons voulu en faire un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de lien social. Je pense notamment aux séances ciné-été si importantes pour nos seniors, mais pas que eux. Un lieu d'éducation à l'image avec les séances scolaires, un lieu d'expression de nos associations, un lieu de culture et d'ouverture des consciences. C'est pourquoi nous avons travaillé lors du précédent mandat à sauvegarder cette salle en imaginant un modèle viable avec le support de bénévoles engagés et l'expertise d'une agence spécialisée dans le domaine. Renouveler ce contrat, c'est reconnaître la qualité du travail mené par l'équipe du service culture et notamment de la responsable cinéma pour atteindre les objectifs visés. C'est permettre aux habitués du cinéma Favol, de plus en plus nombreux, de continuer à venir se nourrir d'histoires, de témoignages dans une ambiance familiale. Je vous remercie. Merci Madame Dubois. Effectivement, oui, c'était une volonté, un travail fait aussi avec les équipes, une volonté d'être dans la continuité, parce qu'on trouve effectivement que c'est une plus-value sur le territoire, et c'est très important de maintenir justement ce cinéma de proximité comme vous l'avez défini. Et j'en profite aussi également pour remercier tous les bénévoles qui participent à la bonne action de la diffusion et du fonctionnement du cinéma. Je vous propose de soumettre au vote ces délibérations groupées. Donc, comme on vous l'a présenté, la délibération 5 n'est pas soumise au vote parce que c'est juste au niveau du redécoupage donc du périmètre des bureaux. Elle n'est pas soumise au vote. Donc, du coup, je vous propose de voter donc pour le point 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Des votes pour? Je vous remercie. Urbanisme, versement d'un fonds de concours au SDEG concernant le remplacement des horloges astronomiques du réseau d'éclairage public. Rapporteur, Monsieur Giacometti. En effet, du coup, suite au décalage d'allumage constaté donc sur le réseau d'éclairage public et aux nouvelles mesures demandées, des visites de diagnostic ont été réalisées par Citeos sur l'ensemble de la commune afin d'identifier l'origine des dysfonctionnements affectant les horaires d'allumage et d'extinction. À l'issue de ce diagnostic et par rapport aux nouveaux changements, il apparaît que 20 horloges astronomiques présentent des dysfonctionnements affectant les horaires d'allumage de l'éclairage public, comme vous l'aurez vu, qui est allumé trop tôt. Afin de remédier à cette situation rapidement et de fiabiliser le pilotage du réseau, il est proposé de procéder au remplacement de ces équipements par 20 horloges connectées, pilotables à distance et disposant d'une fonction de reporting permettant de suivre quotidiennement les horaires de fonctionnement de l'éclairage public. Le chiffrage réalisé pour la fourniture et la pose de 20 horloges astronomiques s'élève à un montant de travaux de 9 578 € hors taxe. Dans le cadre de l'exercice de la compétence éclairage public transférée au syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, cette opération peut être financée par le versement d'un fonds de concours, conformément aux dispositions applicables et dans la limite du plafond prévu par l'article L. 5212-26 du Code général des collectivités territoriales. Cette modalité de financement concerne les opérations dont le montant est supérieur à 4 000 € hors taxe. Le montant du fonds de concours versé par la commune ne pouvant excéder les 3/4 du coût hors taxe de l'opération, cette dépense sera imputée à la section d'investissement du budget communal. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'un fonds de concours au SDEG d'un montant de 7 183,50 € au remplacement des horloges astronomiques et de préciser que cette dépense sera inscrite en section d'investissement du budget communal. Demande d'intervention? Oui, Jean-François. Le groupe majoritaire a choisi d'aller vite sur l'allongement des horaires de l'éclairage public dans le but de diminuer le sentiment d'insécurité de quelques citoyens avec la promesse en conseil municipal d'une neutralité des coûts pour le budget de la commune. Aujourd'hui que les réseaux sociaux bruissent de citoyens étonnés de constater des lampadaires allumés en pleine journée et par grand soleil, vous voilà contraint de vous précipiter sur les horloges à changer.
Une vingtaine sont défaillantes et vous nous proposez de les remplacer par des horloges astronomiques connectées dans le but de piloter à distance une partie des lampadaires de la commune. Cette décision précipitée s'inscrit à l'envers d'une logique d'économie qui aurait consisté à terminer le passage en LED des lampadaires anciens modèles et à remplacer les horloges défaillantes par des modèles simples afin d'éviter effectivement les allumages en journée. Puis, dans un second temps, l'on pouvait programmer le remplacement des horloges de la commune par des horloges astronomiques connectées et pilotables. Cela permettrait d'établir un réel plan de développement, privilégiant les secteurs nécessitant un pilotage moderne. À titre d'exemple, ce pourrait être dans un premier temps Centre-Bourg, avenue François Mitterrand, avenue Vignon-Anglade, avenue Austin-Comte. En effet, de nombreux quartiers ne requièrent pas nécessairement de pouvoir reprogrammer fréquemment les candélabres qui les éclairent, quartiers périphériques, cimetières notamment. En définitive, avec votre proposition, le pilotage de ces horloges ne couvrira en fait qu'une faible part de notre territoire et donc les changements d'horaire nécessiteront toujours l'intervention de notre prestataire. Mais cela aurait moins d'importance si en plus le coût de ces horloges astronomiques n'était pas lui-même, selon nous, d'un prix astronomique. 9 578 hors taxes pour 20 horloges, ça fait 574 € TTC par horloge. Ces horloges astronomiques, pilotables à distance, qu'on trouve à partir de 100 € TTC pièce sur le site de Leroy Merlin. Monsieur le maire, tout cela sera donc un coût supplémentaire par rapport au budget primitif dont nous avons déjà dit ici qu'il nous préoccupait. Par conséquent, nous allons voter contre cette délibération. Merci, Monsieur Lucot. Je vais juste répondre à certains commentaires sur effectivement le fait d'avoir répondu à un sentiment d'insécurité. Nous assumons totalement. C'était une volonté de notre part. Le fait de dire que c'était précipité, c'est une volonté aussi. On a voulu agir rapidement et être dans l'action par rapport à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire faire ce qu'on avait dit. Précipité, c'est votre sentiment. Dire que on doit changer l'éclairage en LED. Donc pour l'instant, on a 62% de l'éclairage qui est remplacé en LED. Donc il nous reste effectivement l'autre éclairage. Il reste un peu plus de 35% à remplacer. Dans votre proposition, vous dites il faut remplacer les horloges actuelles par des horloges identiques, et ensuite, on verra pour remplacer avec des horloges connectées. Dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on aura un double tarif, c'est-à-dire qu'on va dépenser une première horloge, qui au final, dans 5 ans, si on décide de changer les horloges par des horloges astronomiques, seront encore fonctionnelles, et on va devoir dépenser encore dans des nouvelles horloges connectées pour pouvoir adapter le système. Notre volonté aujourd'hui, il y a un diagnostic. Il y a 20 horloges qui y fonctionnent sur les 70 environ. Au lieu de remplacer par des horloges classiques, on va partir directement par des horloges connectées de façon à répondre déjà à un besoin du territoire. Ça veut dire qu'on n'aura plus logiquement de dysfonctionnement sur l'éclairage avec de l'allumage anticipé. Et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir gérer par zone une première partie du territoire. Comme on l'a évoqué en commission, le but, c'est d'équiper toute la commune sur des horloges connectées. Ce système-là va fonctionner comment? On aura à distance le pouvoir de gérer l'éclairage sur des zones de la commune. C'est-à-dire que s'il y a un événement, par exemple sur Favel, que vous citez tout à l'heure, on sera en mesure de dire sur telle ou telle zone, on met l'éclairage jusqu'à 2 heures du matin. Ou si on voit qu'on est sur une période de pleine lune, on peut très bien dire on n'allume pas l'éclairage de nuit sur tout le territoire. Et ça, sans frais et sans déplacement des équipes techniques, qui, vous savez, a un coût. Le fait de dire, on a regardé sur Leroy Merlin, permettez-moi, pour certains, vous étiez aux manettes auparavant, vous savez très bien qu'on ne peut pas acheter des horloges comme ça chez un fournisseur, on est réglementé, et du coup, on est avec un syndicat, on est obligé de passer par un syndicat. Donc, notre façon de faire est comme ça. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas acheter sur Leroy Merlin, mais c'était pour indiquer que, à la base, le coût de ces horloges astronomiques nous semble très très élevé. Et du coup,
la stratégie qui consiste à changer la totalité des horloges sur toute la commune, compte tenu de... Alors, on est d'accord que sur Favol, la programmation des horloges doit être souple et qu'elle puisse être rapide. Mais il y a des quartiers, compte tenu du prix, bien entendu, si ça coûtait pas plus cher que des horloges normales, on pourrait équiper tous les quartiers. Mais il y a des quartiers sur lesquels le changement de programmation, à mon avis, ne s'imposera quasiment jamais. Et donc, en effet, vous aurez la possibilité de le faire, et sans doute ce sera fait, puisque toutes les rues de la commune, du coup, seront, par exemple, retardées. Hein. Mais je ne vois pas l'intérêt, personnellement, de retarder l'allumage dans des zones qui ne le nécessitent pas, compte tenu, encore une fois, du coût d'équipement de chaque horloge. J'entends tout à fait ce que vous dites, hein, mais notre volonté aussi sur la mandature, c'est de créer entre guillemets de l'animation par quartier, de pouvoir créer de la vie de quartier et de pouvoir faire des repas de quartier, etc. Ça nous permettra aussi de pouvoir gérer cet éclairage en fonction des animations qu'il y aura par quartier. Donc dire aujourd'hui on voit pas l'intérêt dans tel ou tel quartier, c'est compliqué du coup de l'anticiper. Mais je comprends après votre position. Oui, parce que en définitive, c'est la contrainte budgétaire qui nous guide. Hein, et dans certains quartiers, alors j'entends bien, si on peut faire des animations par quartier, nous, on est a priori plutôt pour. Mais comme vous avez déjà retardé l'éclairage jusqu'à 1 heure, j'imagine que les animations de quartier n'iront pas au-delà de 1 heure. Donc finalement, une horloge simple en programmation, enfin moi je les connais pas ces horloges, mais j'imagine qu'une horloge simple, dans certains endroits, ça permettrait d'économiser une partie du coût. Sauf que le problème de ces horloges, c'est que si demain on doit faire une modification, une intervention, on sera obligé de faire venir la société, et vous savez comme moi que le coût est quand même assez important. Donc voilà. Bon, je vous propose quand même de soumettre au vote. Alors, combien de votes contre pour cette délibération? Alors, 6 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie. Point suivant. Attends. Allez. Là, oui. Révision des tarifs municipaux, restauration, transport scolaire à LSH, action jeune, école multisport, vacances sportives et accueil périscolaire. Rapporteur Madame Bourdieu, pardon. Afin de vous présenter cette délibération, je vais tout d'abord commencer par vous faire un petit historique. En 2018 a été mis en place la tarification de l'accueil périscolaire au quart d'heure et à la création des 7 tranches de barème pour certaines activités. En 2023, les tranches de barème ont été créées pour la restauration scolaire et certains tarifs ont été légèrement révisés. Tarifs des activités incluant le repas. En dehors de ces deux évolutions, certains tarifs n'ont pas été revalorisés depuis janvier 2015. Certains tarifs actuels sont les mêmes qu'en 2018, alors que le SMIC a augmenté sur la période 2018-2026 de 24,6%. Les coûts de service ont donc largement augmenté et la part de la charge à l'usager a mathématiquement baissé, alors que celle-ci était historiquement basée par rapport aux communes avoisinantes. Par exemple, pour la restauration scolaire, le coût du service aujourd'hui est de 10,47 € par repas, servi et encadré, alors qu'en 2022, le coût du service était de 8,68 € repas, servi, soit une augmentation de 20,6%. Cette augmentation est due non seulement à l'augmentation du coût RH, du fait de toutes les décisions des revalorisations du point d'indice des fonctionnaires décidées par l'État, à 3 reprises entre 2022 et 2024, et du fait du coût supplémentaire du nouveau marché de restauration, soit plus de 75 000 € en année pleine. Au vu de ces différents éléments, il était nécessaire de procéder à une étude de la globalité des tarifs municipaux relatifs à la jeunesse afin de couvrir ces augmentations. L'étude a mis en évidence les coûts de service pour chaque activité facturée et a ainsi permis une revalorisation des tarifs la plus juste possible afin que chaque usager participe à hauteur de ses moyens.
quotient familial, en maintenant un reste à charge de la collectivité et une participation de l'usager supportable. Le maximum de participation pour un usager de carbone blanc ne dépasse pas 50% du coût de service. Ce travail a été présenté en commission vie associative et sportive pour tous les dispositifs sportifs. À cette occasion, ils ont fait l'objet de modifications pour tenir compte des remarques justifiées formulées par les membres de la commission. Une deuxième présentation a eu lieu et lors de la commission éducation jeunesse pour toutes les activités extra- et périscolaires. Nous savons tous que les augmentations tarifaires peuvent être difficiles pour nos administrés les plus en difficulté, mais il nous faut également être réalistes sur le devenir des finances communales et trouver des équilibres qui puissent être soutenables pour tout le monde. Madame Duboué. Monsieur le maire, chers collègues, je m'excuse par avance, je vais être un peu longue. Donc, nous souhaitons intervenir pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas approuver en l'état la proposition faite ce soir au conseil municipal concernant l'augmentation des tarifs municipaux. Si nous comprenons parfaitement que des hausses sont nécessaires, comme vous l'avez dit, au vu des augmentations des prestataires, des coûts de personnel, nous ne validons cette proposition ni sur le fond, ni sur la forme. Alors, si nous regardons de plus près les grilles proposées, alors, tout d'abord pour l'école multisport et les vacances sportives, ce sont des dispositifs auxquels nous sommes profondément attachés, qui permettent à des jeunes de découvrir des activités sportives et de pratiquer avant de se tourner vers des clubs pour ceux qui souhaiteraient poursuivre. Alors, de la sédentarité excessive des enfants et des jeunes, ces dispositifs fonctionnent et nous nous en réjouissons. Il faut les préserver. Or, vous proposez une augmentation uniforme de 3 € par jour, soit 15 € supplémentaires pour une semaine de vacances sportives, comme pour une année d'école multisport, quel que soit le quotient familial des familles. Derrière une apparence d'égalité, ce système n'est pas équitable, puisque vous demandez l'effort le plus important aux familles les plus fragiles. Pour être concrète, plus 43% pour la tranche 1 qui correspond aux foyers les plus fragiles, à plus 23% pour la tranche 7, foyers les plus aisés. Les carbone blanés découvrent ainsi votre véritable conduite politique pour notre ville. Pour toutes les tranches, ce sont des hausses conséquentes qui devront s'ajouter aux hausses des autres services, sans parler des hausses nationales des prix qui impactent déjà fortement le budget des familles. Quant aux nouveaux tarifs proposés pour la LSH du mercredi et des vacances, Alors oui, je veux bien voir le document parce que nous avons deux documents avec des tarifs différents. Entre le le rapport que vous nous fournissez et ça correspond à ce qui est affiché au tableau et le tableau des tarifs que vous nous avez fournis en pièces jointes, ce sont pas les mêmes. Donc je ne sais pas de quel tarif nous parlons en fait ce soir. En tout cas, celle qui apparaît, donc c'est celle qui a été présentée en commission. Nous, on a travaillé sur le document d'accompagnement et je vous avoue qu'on a réfléchi, on a pris notre calculatrice, mais on n'a pas compris la clé pour savoir comment vous êtes basé pour construire la nouvelle grille. En tout cas, nous avons constaté, et c'est valable aussi avec ces tarifs projeté que, avec regret, que pour les journées et demi-journées sans repas, comme pour l'école multisport et les vacances sportives, les augmentations appliquées sont bien plus élevées pour les tranches les plus fragiles. Alors avec ceux qui sont, moi-même je m'y perds là. Avec ceux qui sont affichés, on a du plus 160% pour les plus fragiles, tandis que ceux qui étaient dans le tableau annexe, on était dans les 37% d'augmentation. Et pour les tranches les plus aisées, on était à 17% d'augmentation. Alors là, j'ai pas eu le temps de refaire les calculs avec ceux présentés. Ces hausses sont plus progressives pour les journées, demi-journées avec repas, ce qui nous paraît judicieux, mais l'ensemble reste peu lisible au regard de l'objectif d'obtenir des recettes plus en conformité avec le coût de la prestation. Donc merci de préciser sur quel tarif nous devons nous baser ce soir et de bien vouloir nous expliquer comment ont été établis ces nouveaux tarifs de la LSH, parce qu'actuellement, nous avons du mal à les comprendre et ils ne semblent pas correspondre aux objectifs annoncés en commission. Sur la forme, en commission vie locale, associative et sportive, où ce sujet a été abordé, même si ce n'est pas écrit dans le rapport, les élus du groupe majoritaire qui étaient présents, ils sont plusieurs ici, je ne parle donc pas vous, monsieur le maire, ont exprimé, tout comme moi,
pour le groupe d'opposition, leur désaccord sur cette proposition d'augmentation uniforme des tarifs de l'école multisport et des vacances sportives. Nous avons alors effectué un vrai travail pour rendre ces tarifs plus équitables. Nous sommes mis d'accord. Alors nous nous posons la question, à quoi servent les commissions si on ne tient pas compte du travail qui est réalisé avec l'ensemble des élus? Nous n'imaginons pas que les élus qui ont exprimé alors leur désaccord sur une mesure inéquitable voteront favorablement aujourd'hui. À quoi servent les commissions que vous organisez si les chiffres travaillés sont différents de ceux mis au vote en conseil municipal? D'autre part, comme je l'ai déjà dit, les hausses des différents services vont avoir un impact non négligeable sur le budget des familles dès la rentrée 2026. Monsieur le maire, vous qui vous êtes exprimé pour une ambition démocratique à la métropole, nous espérons que vous appliquez cette même philosophie au niveau de la commune. Aussi, les représentants de parents d'élèves de la commune ont-ils été associés pour travailler avec vous la question des tarifs municipaux? Nous vous remercions de nous apporter des éléments aux différents points soulevés. Merci, Madame Dubois. Alors, concernant plusieurs points, au niveau des fichiers et des tableaux présentés, je vous avoue, je pense que c'est les bons. C'est lesquels les bons? Comment? Ceux qui sont projetés ou ceux qui sont dans le rapport et dans la... Enfin, ceux qui sont dans Ceux qui la sont en grille. pièce jointe, a priori, sont les bons. Donc c'est pas ceux qui sont projetés. Non, a priori, non. Donc c'est ceux maintenant. D'accord. A priori, il y a une erreur là-dessus. C'est ceux de la pièce jointe qui sont les bons. Et vous pouvez avouer que c'est pas simple à suivre. Ouais, on vous prie de nous excuser. Après, je vous rappelle que vous avez une adresse mail et que vous pouvez aussi nous faire remonter l'information pour qu'on puisse le faire rapidement, de façon à ce qu'on collabore comme ça se passe en commission. Hein. Alors, on a fait des remontées là-dessus, sur le rapport. Enfin, nous, on s'est basé sur les pièces jointes. On n'a pas relu tout le rapport. Voilà. Non, peut-être, mais comme là, vous dites que vous avez travaillé sur le rapport et aussi sur les pièces jointes, ça veut dire que vous avez montré une incohérence. Non, c'est en arrivant. C'est en arrivant, j'ai regardé le rapport pour vérifier les tarifs, pour vérifier que mon discours serait clair. C'est là que je me suis aperçu de la différence. D'accord. Ok. Concernant le travail en commission, si je ne m'abuse, effectivement, donc j'étais pas à cette commission. Ma collègue Marion y était. Vous y avez mis des observations. On a tenu compte de ces observations sur certains tarifs et nous avons modifié en fonction de vos observations. Donc de dire qu'on ne tient pas compte de vos avis, je trouve que c'est très malhonnête. Je parlais de la commission. Vous me permettez de terminer, s'il vous plaît, je vous donne la parole après. Les tableaux pas identiques, donc effectivement, c'est un mea culpa et on vous enverra les tableaux définitifs à la suite du conseil et demain avec les tableaux tellement vérifiés. Le fait de dire du coup qu'on est sur une augmentation uniforme au multisport, c'est quelque chose qui a été travaillé aussi avec les équipes et avec vous aussi en commission. Honnêtement, nous avons voulu être le plus équitable possible dans la réflexion au niveau des quotients familiaux, au niveau des pourcentages, au niveau de l'activité, au niveau des taux d'activité. Comme vous le voyez, hein, il y a quand même 452 tarifs différents. Le fait de dire que vous avez glissé que aussi c'est un acte politique, je trouve que c'est aussi malhonnête parce que vous savez comme moi que vous auriez été aux manettes, vous auriez aussi fait ce travail sur les tarifs. Honnêtement, que ce soit nous ou vous savez très bien, vous étiez aux manettes il y a quelques mois de ça, vous savez très bien qu'il était impératif de travailler sur ces tarifs. Si je ne m'abuse, quand vous avez travaillé effectivement sur les tarifs des années précédentes, les parents d'élèves n'étaient pas associés sur les tarifs. Nous préférons travailler avec vous en commission sur des tarifs et des décisions et calculer l'impact communal qu'il peut y avoir. Honnêtement, on a tenu en compte vraiment toutes les classes familiales dans ces tarifs, de façon à ce que ce soit le plus homogène, le plus équitable possible. Vous faites référence à la métropole. Je répondrai pas à ce commentaire au niveau de la métropole, c'est pas le sujet ni le lieu. En tout cas, on a une volonté effectivement de participation et de travail avec les habitants. Juste avant le conseil municipal, nous avons déjà travaillé avec les parents d'élèves et les directions d'école pour travailler sur un plan canicule. Donc je pense qu'on est complètement dans le dialogue.
avec les habitants et complètement dans le travail et aux affaires. Alors, je vais reprendre quelques points, puis puisqu'apparemment, j'ai pas été assez précise. J'ai bien commencé mon intervention en disant que nous étions conscients qu'il y avait des augmentations de tarifs à faire au vu des différentes augmentations. Du coup, je l'ai bien dit. Par contre, on l'aurait pas fait de cette manière. Ce que nous remettons en cause, c'est l'uniformité d'augmentation, que ce soit pour l'école multisport ou les vacances sportives, et le fait aussi que les pourcentages d'augmentation sont plus élevés dans l'augmentation pour la LSH du mercredi des vacances. Alors, vous dites qu'on a tenu compte de nos remarques. Je suis désolée, mais donc moi, je parlais de la commission animation, vie locale, sportive, associative. Et non, on a fait une contre-proposition sur une remarque, d'ailleurs, pour ne pas le citer, de Monsieur Lécuyer, qui a trouvé effectivement que ce n'était pas une proposition égalitaire, on est plusieurs, elle va noter de suite. L'augmentation en pourcentage est plus élevée pour des familles qui sont dans le besoin. Les augmentations que vous proposez, comme elles se cumulent, pour certaines familles qui ont 2, 3 enfants, ça va se compter en plusieurs dizaines d'euros par mois. Donc ce n'est pas non négligeable. Et enfin aussi, pour répondre à votre remarque sur notre travail avec les familles, dès qu'il y a eu des modifications de tarifs, il y a eu des réunions de concertation avec les parents. Donc voilà, nous avons travaillé avec les parents quand il y avait un impact sur leur budget. Bonjour, je vais parler par rapport aux tarifs municipaux. On les a tous mis en commission. Monsieur Labesse était là, il n'a fait aucune remarque. Il n'a pas dit que ce n'était pas juste, que ce n'était pas bon, il était d'accord avec nous. Donc moi, je me pose la question, pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes plus d'accord? Par contre, ce qui a été dit en commission, c'est que, d'après ce que nous avons compris, c'est que les tarifs qui étaient proposés pour l'accueil à LSH allaient être rechangés entre la commission et le conseil municipal. Et il y a eu effectivement un deuxième envoi avec des nouveaux tarifs qui sont dans la pièce jointe, mais qui ne sont pas affichés là. Qui se positionnent sur des tarifs qui n'étaient pas encore donnés. Quand on a fait les tarifs, on a vu qu'en fin de compte, sur les petits quotients familiales, il y avait plus d'augmentation que sur les plus gros quotients familiales. Du coup, on a rectifié et les plus petits quotients familiales ont moins de pourcentage d'augmentation que ceux des plus gros. Alors, je suis désolée. J'ai fait tout, si vous voulez, j'ai fait tous les calculs, hein, vous les avez là. Et en ce qui concerne les tarifs à l'ESH, sans repas, journée, sans repas, je parle de ce sans repas, les hausses sont plus importantes en pourcentage, 35% d'hausse pour la tranche 1, pour les tarifs journée sans repas, et 14,5% d'augmentation pour la tranche 7. Donc peut-être que c'est moins pire que ce que vous aviez présenté, mais c'est encore les personnes en situation les plus précaires à qui on demande le plus grand effort. Je peux vous prêter le document si vous voulez. J'entends votre commentaire. Qu'on touche du coup la précarité, j'entends votre son d'alarme comme quoi nous faisons pas attention à la précarité, que nous touchons aux plus défavorisés et tout ça. Je le répète, en commission, on a vraiment travaillé sur l'équité. Le souci tableau, je vous le dis encore une fois, on en est désolé, on est confus avec les services. Dès demain, on regardera les tarifs, on vous les enverra définitifs, de façon à ce que il y ait plus de confusion à ce niveau-là. Pour rappel aussi, au niveau des tarifs, ce qu'on a regardé aussi, pour être le plus juste possible, c'est de regarder au niveau du territoire où on se situait. Quand on regarde les communes voisines, nous sommes aujourd'hui les moins chers. Quand on regarde les communes comme Bassins, Saint-Loubès, Ambarès, nous sommes les moins chers sur la totalité de notre service. Donc, si vous voulez, on fait très attention aussi à cette augmentation parce que nous sommes aussi sensibles aux gens qui sont en précarité.
Alors juste, alors c'est vrai que si vous regardez purement les tarifs de carbone blanc restent un peu plus bas que dans certaines communes. Ça dépend des communes. Voilà. Globalement, on peut avoir cette tendance-là. Après, c'est que un des éléments comparatifs, puisque sur d'autres communes, il y a aussi d'autres dispositifs d'aide et de solidarité, notamment sur l'achat du matériel ou des choses comme ça, que le carbone blanc ne propose pas. Donc, il faudrait regarder vraiment dans le détail, dans l'ensemble des critères, enfin, des éléments. Là, vous avez une vision sur un critère, mais c'est une question qui est beaucoup plus globale. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, ce que vous proposez, ce n'est pas notre vision du dialogue, d'une démocratie participative et encore moins de la solidarité. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération, avec, j'imagine, certains qui déjà s'étaient opposés du groupe majoritaire pendant la commission vie locale. Merci. Allez, on va se mettre au vote après cette jolie phrase. Est-ce qu'il y a des votes contre? 6 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes pour? Je vous remercie. Point suivant. Police municipale, convention communale de coordination entre la ville et les forces de sécurité de l'État. Rapporteur, Monsieur Giacometti. Alors, dans un souci de transparence et de travail commun, il n'y avait pas de commission pour élaborer ce sujet. Vous avez été destinataire il y a 3 semaines à peu près de la convention, de façon à pouvoir nous faire des retours en cas de nécessité. À ce jour, nous n'avons pas eu de retour sur cette convention. Il est proposé donc la convention, la police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L512-4 du Code de la sécurité intérieure modifié par l'article 8 de la loi numéro 2021-646 du 25 mai 2021, précise la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec elles des forces de sécurité de l'État. Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la gendarmerie nationale. Les responsables des forces de sécurité de l'État sont le commandant de la communauté de brigade ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétent. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les dites conventions. Monsieur Prime. Désolé. Donc je reprends. Monsieur le maire, encore, mes chers collègues, nous voterons bien sûr cette délibération, ce d'autant plus qu'elle est le fruit du travail que nous avions mené avec nos 2 policiers municipaux précédemment. À l'époque, dans ce document, nous avions voulu détailler notre politique de tranquillité publique. Vous avez repris en l'état cette convention, ce qui nous convient parfaitement. Cependant, en l'absence d'une plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui permet, j'explique aux gens en même temps, qui permet d'exposer le bilan. Attention, ce n'est pas un reproche qu'il n'y en a pas eu, hein, je tiens à le préciser. Pour des raisons techniques, c'était compliqué. Mais le CLSPD, ça nous permet d'exposer le bilan de l'année passée et présenter les actions à venir. Donc, du coup, nous souhaiterions avoir quelques éclairages déjà sur votre politique de tranquillité publique. En particulier, nous souhaiterions savoir ce qu'il en est des groupes de travail et de partenariats mis en place sous notre mandature, d'autant plus que les réseaux sociaux font état d'une recrudescence d'actes délinquants ou d'incivilités récurrentes, alors qu'il s'agisse d'insécurité réelle ou de sentiments d'insécurité, comme quoi l'éclairage n'a pas atteint l'objectif recherché. Entre parenthèses, pour l'instant.
Nous souhaiterions aussi également connaître vos orientations en matière de prévention, notamment sur les 11-18 ans, et nous pensons particulièrement au partenariat établi avec le collège. Voilà, c'est l'occasion aussi de, si on se permet ça de l'avoir découpé, c'est aussi vous permettre aussi, et par rapport à la population, d'expliquer ce que vous voulez mettre en place en ce moment de prévention et de sécurité. Voilà, pour voir où on en est. Donc moi je vais intervenir là-dessus. Donc le bilan au niveau de la sécurité au niveau de Carbon Blanc, il est simple puisque j'ai regardé un petit peu ce qui se passait au niveau de la gendarmerie. La gendarmerie m'a fait un petit topo au niveau de ces dossiers en matière judiciaire. Ils sont à plus entre 1000 et 1500 dossiers qu'ils ont en matière judiciaire, ce qui fait que au niveau de la présence de voie publique, ils ont quelques soucis parce qu'ils favorisent. Lorsque vous voyez l'actualité un peu à l'heure actuelle, ils favorisent l'actualité en matière judiciaire plutôt que la présence de la voie publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous avons à l'heure actuelle au niveau de Carbon Blanc, c'est quoi? C'est que nous avons que 2 policiers municipaux à l'heure actuelle. Et je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus parce qu'il y a une policière municipaux qui, à l'heure actuelle, a un problème de santé. Donc, on se retrouve qu'avec eux. Donc là aussi, en matière judiciaire et en matière de présence de la voie publique, ça pose un problème. Donc aussi, nous avons un problème avec le Prado. Parce que je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui se passe au niveau du département, le déficit qui est en train de se faire, la mise sous tutelle qui est pratiquement, qui est là à l'heure actuelle. Nous avons reçu un petit courrier et puis j'ai vu le département un petit peu au niveau du Prado. Je crois que vous connaissez un peu le sujet, que comment on dit, les budgets sont en diminution. Et tout à l'heure actuelle est en matière de diminution. J'interviens aussi au niveau des jeunes, diminution des budgets un peu partout. Là aussi, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler pour essayer d'élaborer de quelque chose en matière de délinquance et au niveau de prévention, notamment au niveau des réseaux sociaux. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est très difficile. Parce qu'à l'heure actuelle, tous les budgets diminuent et puis nous sommes en difficulté à l'heure actuelle avec une police municipale qui est en déficit aussi. Voilà un petit peu mon ressenti. Juste une question, est-ce que par rapport au Prado, est-ce que vous allez écrire votre ressenti par rapport à ce qui se passe par rapport, parce que vous n'avez pas annoncé ce qui se passe, c'est pas à moi de le faire, même si je suis au courant, je peux pas le faire de ma place. Parce que je le précise pour ceux qui ne le savent pas, je suis éducateur au Prado. Donc là, je n'ai pas la même casquette. Il y a des choses que je ne pouvais pas dire même avant. Voilà. Je tiens à le préciser. Du coup, est-ce que vous comptez quand même agir ou faire remarquer des choses au président du conseil départemental, même si ça n'agira peut-être pas, sachant que je tiens à préciser que ce que nous avions mis en place, en tout cas dans le mandat précédent, c'est vraiment autant un travail sécuritaire avec la gendarmerie, mais en parallèle, il y avait tout un travail, il y avait les éducateurs du Prado et notamment, on a connu une période avec des jeunes qui ont été particulièrement période compliquée sur Favol avec certains jeunes qui voulaient au départ pas entendre parler d'éducateurs et tout ça et qui étaient dans de beaux actes délinquants, je parle de mineurs, qui après, quand la justice est passée, grâce au tout le travail justement de la gendarmerie, tout ça, ont pu ensuite être récupérés par le Prado pour après partir sur de l'insertion et d'ailleurs dont on n'entend plus parler. Là maintenant, ce que j'ai peur, c'est qu'il y en ait d'autres qui arrivent, ça c'est le lot quotidien. C'est pour ça aussi que je vous demandais qu'est-ce qui est mis en place encore quand dans le partenariat aussi, vous continuez le partenariat avec la gendarmerie, je suppose, etc. Est-ce que tout ce qui a été mis en place, parce que on avait vu quand même les résultats sur 6 ans, quand même, on a eu la chance d'avoir une baisse de la délinquance. On a eu peut-être de la chance, mais aussi peut-être de la pratique. J'ai les chiffres, c'est simplement d'aller sur le site par rapport au mandat précédent, si tu veux. Mais sinon, n'importe qui peut aller sur les chiffres de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur. Il suffit de taper ministère de l'Intérieur et on les a mois par an. Ça a rechangé cette année d'ailleurs la façon de calculer, mais on peut voir que ça a diminué. Je les ai, si vous voulez, j'ai tous les tableaux, je fais des schémas depuis 2016 et on voit que ça a bien diminué. Et en tout cas, nous, ça a diminué sur Carbon Blanc en 6 ans, alors que les communes à côté, et ça, on n'a jamais fait de
on l'a jamais mis sur les réseaux n'importe où pour pas embêter les villes, les communes comme Sainte-Eulalie et tout ça. Parce que dire là-bas, ça augmente, nous, on a réussi. On a juste baissé un petit peu. On a au moins maintenu le taux de délinquance. On va être clair. En tout cas, on a réussi à ça. Pardon, je suis un peu trop long. Non, mais pas de souci. La question est légitime. Notre volonté, contrairement à ce qui a été fait sur votre mandature, sur la mandature d'avant, n'est pas d'enlever tout ce qui était bien. Notre volonté, on est dans une continuité. Non, mais je tiens à le préciser parce que je sais que pendant la campagne, on nous a bien attaqué en disant qu'on allait tout révolutionner, qu'on allait modifier des choses. Donc je tiens à le préciser, tout ce qui se faisait de bien, on est dans la continuité. Même s'il y a des choses qui nous plaisaient pas, on va essayer de les améliorer, mais on n'est pas là pour tout sortir, tout détruire. C'est pas notre volonté. Aujourd'hui, on est dans la continuité. Sur le travail qui a été fait, vous l'évoquez, il y a réellement eu un travail avec le Prado et le CSPD et la gendarmerie. On est dans cette continuité-là. Les réunions hebdomadaires qui se faisaient, elles se font toujours. Il y a de l'accompagnement avec le collège, il y a de l'accompagnement avec les services, il y a de l'accompagnement avec la gendarmerie. Il y a un mois de ça, j'étais dans le bureau du procureur pour mettre en place une convention pour pouvoir faire de la prévention et pouvoir aussi répondre et soulager, on va dire, la gendarmerie. C'est-à-dire que quand il y a des petites délinquances, pouvoir faire du rappel à l'ordre et aussi du travaux d'intérêt généraux. On attend la signature de la convention, mais c'est en cours. On a tous ces éléments-là. On est vraiment sur la prévention. Le but, c'est pas de faire de la répression totale. On est là pour accompagner. Pas plus tard que samedi, lors de la permanence que j'ai faite, il y a un mois et demi, il y a eu un feu de poubelle au niveau de Favol. On a identifié les personnes. J'ai reçu la famille. Je me suis expliqué le jeune. La poubelle est remboursée. En fait, et c'est pareil, ça n'a pas été évoqué sur les réseaux. Enfin, le but, on n'est pas là non plus pour développer tout ça. Donc, on est vraiment dans cette action-là. En ce qui concerne la police municipale, on va l'évoquer maintenant. Comme on l'a dit, on est en difficulté aujourd'hui. On est sur 2 effectifs. On a un agent en arrêt pour maladie qui reviendra après sûrement ses congés. Nous avons acté donc un 3e policier municipal lors du dernier conseil. On était en phase de recrutement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on devait faire l'entretien cette semaine. Et cet agent-là en question a trouvé un poste ailleurs. Donc du coup, on va relancer le recrutement. Vous savez comme moi que c'est pas simple de recruter un agent de police municipale. Et donc on est dans cette démarche-là. Et on est vraiment dans ce travail efficace et commun avec tout le monde. Et concernant le Prado, on a reçu le courrier dans la semaine. L'idée, c'est effectivement on va dire d'écrire au président ou aux conseillers au moins départementaux pour se poser la question du pourquoi et du comment. Voilà, sachant qu'ils ont quand même un local sur la commune. Voilà, l'idée c'est de comprendre pourquoi cette décision et essayer de travailler là-dessus. Voilà. Si vous me permettez, juste moi aussi je l'ai fait de mon côté, mais à titre de professionnel et ancien élu de la majorité, avec des techniciens. Je l'ai fait simplement parce que j'ai dans une réunion où on était. Je tiens à vous remercier de continuer là les rappels à l'ordre. Je tiens à le souligner pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'on l'a fait aussi. C'est un outil très important parce que c'est le premier pas pour dès qu'il y a, c'est plus qu'une incivilité, puisque c'est un premier petit délit, mais pour certains, comme il y a les familles qui sont aussi là et se responsabiliser, il y en a certains qui on l'a vu dans notre mandat, qui ont arrêté. Certains, ça continue quand même, mais au moins il y a eu pour cette première étape avec quelque chose de l'ordre de la justice, on va dire. Oui, c'est ça en fait. De dire, mais non, ça c'est pas normal. Voilà. Et ça c'est important que monsieur le maire le fasse. Exactement. Et avec le procureur, sans renouveler du coup la convention. Ouais. Et avec le procureur, on avait vraiment travaillé dans l'intérêt, la bilatarité. En fait, l'idée c'est dès l'instant où on a une intervention, ils sont au courant et en fait il y a un vrai suivi des dossiers autant sur la commune que dans leurs enceintes. Et donc on a ce rappel à l'ordre, mais on a aussi on m'a donné aussi le pouvoir entre guillemets sur tout ce qui est dépôt sauvage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intervenir là-dessus. Si il y a des dépôts sauvages, on a eu le cas, vous l'avez évoqué, des poubelles sur les réseaux. Pour information, mardi j'étais dans le squad justement discuter avec ceux qui étaient, voilà. Donc c'était pas eux a priori, mais bon du coup on y a un travail là-dessus. On est sur le terrain là, à ce niveau-là. Voilà. Allez, je vais soumettre au vote.
Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, des votes pour? C'est voté à l'unanimité. Merci. Point suivant. Association Les Mains Agiles, subvention exceptionnelle Octobre Rose 2026, rapporteur Madame Puella. Considérant que dans le cadre de l'événement Octobre Rose, la ville de Carbon-Blanc et son CCAS organisent avec les associations locales une manifestation afin de sensibiliser les personnes dans la lutte contre le cancer du sein. Considérant que pour 2026, l'association Les Mains Agiles s'occupera de l'achat de t-shirts roses pour un montant de 508,98 €, ainsi que de parapluies roses pour un montant de 235,20 €. La recette de la vente de ces objets représentera une aide apportée par le territoire à la lutte contre le cancer du sein. Considérant que la ville souhaite donc prendre en charge cet achat au titre de son soutien et de son investissement à cette action de sensibilisation, le conseil municipal sollicite une subvention exceptionnelle de 745 € à l'association Les Mains Agiles dans le cadre de la manifestation Octobre Rose. Monsieur le maire, chers collègues, je vais parler du même sujet, mais du côté masculin. Les cancers masculins représentent un enjeu majeur de santé publique en France. Le cancer de la prostate, selon l'Institut national du cancer, représente 25% des cancers dans la population masculine. Il touche chaque année 60 000 personnes et fait environ 8 000 décès. On évoque pour celui des testicules 2 800 nouveaux cas par an. Ces pathologies, lorsqu'elles sont détectées tôt, bénéficient de traitements dont le taux de guérison est très élevé. Pourtant, les hommes sont moins enclins à consulter et sont moins informés des signes d'alerte. La sensibilisation à ces cancers passe donc par des actions de proximité, accessibles et visibles, notamment portées par les collectivités locales. Notre commune s'engage cette année encore auprès d'une association partenaire pour marquer le mois d'Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein. Nous tenons à saluer la reconduction de cette initiative qui témoigne de l'implication de la municipalité sur les enjeux de santé publique. Dans un souci d'égalité et de cohérence, il semblerait naturel d'étendre cette démarche au cancer masculin, en envisageant un événement similaire à l'occasion du mois de novembre. Nous souhaitons donc, monsieur le maire, vous poser les questions suivantes. La municipalité a-t-elle envisagé ou envisage-t-elle d'organiser un événement de sensibilisation au cancer masculin dans le cadre du mois de Movember? Dans l'affirmative, des associations partenaires pouvant disposer d'une expertise ou d'une connaissance de terrain reconnue pourraient-elles y être associées? Merci. Merci à vous pour ces rappels très importants de santé. Je vous avoue que, comme vous savez, ça fait 3 mois que nous sommes en fonction. On peut pas tout faire en 3 mois. Non, mais voilà, on peut pas tout faire en 3 mois. Il nous semblait effectivement dans la continuité et de soutenir cette action pour Octobre Rose. Ce que vous remontez est un fait. Et honnêtement, je vous invite à ce qu'on travaille réellement tous ensemble pour que, pourquoi pas, dès l'année prochaine, on puisse faire un événement sur Movember et qu'il y ait du coup une équité, on va dire, entre les hommes et les femmes par rapport à ce sujet très sensible. Et vous êtes les bienvenus pour qu'on travaille là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Alors, des votes contre, des abstentions, des votes pour. C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Point suivant. Autorisation à approuver le cadre éthique et responsable pour l'usage de l'intelligence artificielle de Bordeaux Métropole. Rapporteur, monsieur Giacometti. Alors, c'est une délibération métropolitaine. Le numérique occupe une place structurante et croissante dans notre vie quotidienne. Il détermine une partie de la trajectoire de nos économies et joue un rôle majeur dans le fonctionnement de nos administrations. L'émergence des intelligences artificielles, IA, en particulier des IA génératives depuis 2023, transforme profondément les modes de production, d'analyse et de diffusion de l'information. Ces technologies capables de traiter des volumes massifs de données et de mobiliser des puissances de calcul inédites ouvrent des perspectives majeures pour les politiques publiques locales. Amélioration de l'efficience administrative, évolution de la relation aux citoyens et appui renforcé à l'action territoriale. Cependant, leur déploiement soulève également des enjeux éthiques, sociaux et environnementaux significatifs. Biais algorithmiques, risques pour la vie privée,
impact énergétique ou encore menace de fracture territoriale et de perte de souveraineté numérique. Pour répondre à ces défis, la commune s'appuie sur le service commun du numérique de Bordeaux Métropole mutualisé avec 18 autres communes du territoire. Par la présente délibération, la commune s'inscrit dans la droite ligne du cadre éthique et responsable pour l'usage de l'intelligence artificielle de Bordeaux Métropole, présenté en Conseil métropolitain le 5 décembre 2025 et mis en œuvre par son service commun du numérique. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver le cadre éthique et responsable pour l'usage de l'intelligence artificielle de Bordeaux Métropole tel que présenté et annexé dans la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur le maire, chers collègues, on m'entend bien? Nous allons bien évidemment voter en faveur de cette délibération, mais nous souhaitons faire quelques remarques complémentaires. Il s'agit en effet d'un sujet d'actualité à côté duquel nous ne pouvons pas passer. L'intelligence artificielle a envahi notre quotidien et ne peut plus être ignorée, mais malgré son utilité, elle représente des dangers contre lesquels une collectivité doit se prémunir. Le cadre éthique et responsable proposé par Bordeaux Métropole, que nous avons pu retrouver en ligne, et là je fais une petite parenthèse, le lien vers ce cadre aurait pu être joint à la présente convocation au présent conseil parce qu'on a dû aller le rechercher, parce que du coup il n'était pas effectivement joint aux éléments. Il nous rappelle que le contrôle humain est essentiel, que la machine doit rester un outil et ne pas remplacer l'humain, que les données personnelles doivent absolument être protégées avec soin et que l'utilisation de l'intelligence artificielle a un impact nocif considérable sur l'environnement. Nous espérons par conséquent que Carbon Blanc adhérera pleinement aux 4 principes et aux 16 engagements du cadre métropolitain. Merci. Du coup, comme ça a été présenté, effectivement, la commune s'engage à respecter le cadre éthique et responsable pour l'usage de l'intelligence artificielle. Au niveau du lien, mémoire, ça a été mis en pièce jointe, je crois. Le cadre éthique avait été mis en pièce jointe, non? D'accord. Bon, c'est peut-être une erreur de notre part. On s'en excuse. On va le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? Je vous remercie. Nous avons épuisé le nombre de délibérations. Nous allons passer aux questions diverses, à savoir qu'il y a 48 heures, donc dans le délai réglementaire, vous nous avez demandé donc poser 3 questions. Je vous invite à poser la première pour pouvoir y répondre et la deuxième ensuite. Alors, pour la première question, nous vous demandons le coût définitif de l'installation de la salle du conseil municipal, audio et vidéo, ainsi que du pupitre sonorisé, avoir accès aux différents devis reçus pour la ville concernant ce sujet et le nom du prestataire retenu. Alors, concernant l'équipement, donc les services vous enverront effectivement les 3 devis. Donc, 3 entreprises ont été consultées par les services municipaux et notamment donc la directrice de la communication. Les devis donc ont été comparés. L'offre retenue est celle qui me présentait forcément le meilleur qualité-prix. La prestation est de 22 000 euros comme annoncé. Alors honnêtement, le tarif du pupitre, je ne l'ai pas en tête. On vous enverra aussi, mais la facture, parce qu'on aura reçu la facture, on vous enverra comment 2940, on m'annonce. 2940 précisément, mais on vous enverra aussi la facture, comme ça vous aurez l'élément par rapport à ça. Et la société, donc parmi les 3 entreprises qui ont été choisies, s'appelle Arte Diplôme. Voilà. Pour la deuxième question. Alors, vous avez annoncé une subvention exceptionnelle pour les associations de parents d'élèves afin d'acheter des appareils permettant de limiter l'effet de la canicule dans les écoles.
Nous sommes surpris de ne pas l'avoir vue à l'ordre du jour de ce conseil, au même titre, par exemple, que celle pour des mains agiles pour Octobre Rose. Devons-nous comprendre qu'elle serait décalée dans le temps? Avez-vous arrêté un montant? Alors effectivement, pour le coup, on s'est pas précipité sur la chose, hein, parce que pour le coup, comme je vous l'ai annoncé, on a fait un rendez-vous juste avant le conseil municipal avec les parents d'élèves et les directrices pour travailler sur un plan canicule et être cohérent vraiment sur le besoin réel de ce qu'il y a, ce qu'il y a besoin. Aujourd'hui, on n'a pas établi de montant parce que les parents d'élèves aujourd'hui nous ont pas forcément fourni de devis de matériel. Et aussi dans le cadre réglementaire, il faut regarder du coup si on a le droit de mettre des ventilateurs avec des fortes chaleurs, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a pris le temps pour le coup de ne pas mettre cette subvention exceptionnelle tant que nous n'avions pas de montant réel en fait à dépenser. Voilà. Mais on est en tout cas en plein travail avec eux pour trouver des mesures acceptables et on va dire pérennes pour les semaines et les mois à venir avec cette canicule et ces fortes chaleurs qui seront inévitables à mon sens. C'est justement quelques remarques supplémentaires sur ce thème-là. Effectivement, l'année scolaire touche à sa fin, donc le timing était un peu serré pour acheter des rafraîchisseurs pour cette année scolaire. On espère qu'en septembre, mais bon, on n'est pas à l'abri, hein, mais qu'en septembre, on n'aura pas de canicule, ce serait quand même assez catastrophique. Effectivement, la semaine dernière, on a dû, Carbon Blanc a fait face à une urgence, comme partout en France, et on a bien vu que ça a été les écoles et les collectivités ont fait face à une certaine urgence et tout le monde a fait comme on a pu. Je voulais juste remarquer qu'il y a eu, on a été un peu étonnés par certaines décisions qui ont été prises, qui ont manqué un peu de cohérence. L'annonce précipitée de la fermeture des écoles, par exemple, sur une dizaine de jours, un peu brutale, un peu avec moins de 24 heures pour certains parents pour se retourner, malgré bien sûr un accueil minimum prévu l'après-midi, avec quand même une 17h30 pour les parents au plus tard à venir récupérer leurs enfants. Alors que de notre côté, les associations sportives et culturelles continuaient leurs activités encore jusqu'au samedi, me semble-t-il. Alors que l'alerte préfectorale, quand il y a eu cette annonce, Orange n'avait même pas encore été déclenchée. Mais bon, ce qui est fait, c'était la semaine dernière. En tout état de cause, comme vous venez vous-même de le rappeler, l'épisode qu'on a connu ne sera pas le dernier, malheureusement. La canicule commence de plus en plus tôt, ça a commencé même en mai cette année. Et vu ce qu'on fait à notre planète, ça va pas s'arrêter de sitôt. Donc le plan, vous avez évoqué à une réunion avec les parents d'élèves, on aimerait juste, si possible, être associés, les membres du groupe d'opposition, à la mise en place de ce plan canicule, si vous le voulez bien. Il y a déjà effectivement un plan canicule en place pour les seniors, etc. Parce que d'habitude c'était plutôt juillet-août. Et j'imagine que vous allez étendre ce plan-là donc à la gestion des écoles, des structures municipales, etc. Et donc on demandait, si possible, à être associé à ça. Voilà, c'est notre demande aujourd'hui. J'en prends note et j'y vois pas d'inconvénient. Votre groupe pourra être représenté si vous le souhaitez lors des prochaines réunions qui seront faites. Voilà. Et donc la troisième question, donc vous nous avez communiqué un projet de convention partenariat prévention et santé qui était annoncé comme urgent. Il avait été ajouté à la dernière minute à la commission vie locale, associative et sportive. Et celle-ci avait été annoncée comme quasi signée par l'association APSA sur sa page Facebook. Depuis, nous n'avons eu aucun retour et cette convention n'apparaissait pas à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si la ville a signé, où en est l'engagement de la ville par rapport à cette association? Alors effectivement, sur cette association, pareil, c'était sur la précipitation. On trouvait important de l'associer à cette commission pour que vous en ayez connaissance et que ça soit dans les tuyaux pour pouvoir la retravailler dans d'autres commissions. Par ailleurs, après réflexion, nous sommes aujourd'hui dans un diagnostic avec des analyses de besoins et du coup un travail de territoire sur vraiment
ce qu'il y a besoin en fait, autant sur les différents âges et différents besoins. On trouvait plus opportun de l'annuler et de pouvoir retravailler sur cette convention avec l'association pour qu'elle réponde en fait à des besoins qu'on aura évalués par rapport à cette analyse. Donc aujourd'hui, on n'a pas de date, il n'y a rien qui est signé. J'ai demandé justement parce que l'association effectivement sur les réseaux avait été assez vite aussi et assez vite sur ces annonces. Donc ça a été retiré, ça a été reformulé, on va dire, et retiré à ma demande. Mais en aucun cas, une convention est signée avec cette association et vous serez bien entendu associé, si tel est le cas, à un travail avec cette convention lors d'une commission, le jour où on pourra la mettre en place par rapport à des besoins de la commune. Merci pour ces précisions. Effectivement, il nous semble important de prendre le temps et de vraiment évaluer les besoins. Plutôt, enfin, ça nous semble aller dans le bon sens, dans la logique des choses. Bon, après, ils ont communiqué vite, mais en même temps, vous êtes laissé prendre en photo, donc bon, voilà. Juste pour attirer votre attention, voilà, nous on met juste une vigilance puisque lors de la soirée ciné-débat autour du handisport, le secrétaire de cette association s'est présenté avant tout comme le relais d'Édouard Philippe en campagne sur toute la Gironde. Donc voilà, on se questionne sur le positionnement de cette association. Et vous faites bien de le souligner parce que j'ai convoqué justement cette personne et lui dire que c'était ni le lieu ni l'endroit et que sur la commune, nous n'avions pas besoin de forcément ces services à ce niveau-là. Sur le fait de prendre le temps, ça sera la chose où nous serons d'accord sur la soirée pour clôturer ce conseil municipal. Merci à tous. Je vais clôturer ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée, de belles vacances à tous. Et le prochain conseil est le 8 octobre de mémoire. 8 octobre, c'est ça. 8 octobre, 18h30. Très bonne soirée à tous.